C'était une nuit de lumière feutrée et de verre qui teintait avec une précision presque rituelle dans le grand salon panoramique du restaurant Le Mirabel, à 21h30, l'air chargé du parfum entêtant des truffes et d'un fond de bois brûlé, un piano lointain jouant des notes qui collaient au mur comme des souvenirs. Amélie, à 32 ans, héritière autodidacte et philanthrope dont le nom faisait la une, était assise seule à la table la plus proche des baies vitrées, sa robe noire absorbant la lueur dorée, ses doigts effleurant un verre froid sans jamais le lever. Et pourtant, ce qu'elle possédait en montant ne comblait pas le vide qui rongeait le creux de sa gorge depuis des années. Quand la première bouchée approcha sa bouche, une voix tremblante demanda doucement « Puis-je avoir vos restes ?» La phrase glissa comme une brûlure d'air froid dans le chaud salon. À ses pieds se tenait un homme plus petit que la plupart des clients, le visage marqué par le soleil de la rue et la fatigue des nuits sans abri. Des vêtements effilochés collés à sa peau humide et un paquet de tissus où étaient serrés 2 bébés qui semblaient contenir tout son monde. Le chef de rang se raidit, le garde de sécurité se leva comme un ressort, certaines conversations se firent plus aiguës et des regards lourds de jugement descendirent sur la scène, tandis qu'Amélie, avec un geste presque imperceptible, posa sa main sur la table et fit signe de ne pas l'éloigner. Un silence qui valait plus que n'importe quel billet. Ce geste minuscule fissura quelque chose en elle, un souvenir ancien, une inquiétude enfouie, et elle sentit que la nuit allait révéler plus que l'aumône d'un dîner. Une transformation commençait. Ce que je vais vous raconter est une histoire vraie de dignité retrouvée et de résilience, une histoire où un repas laissé presque par hasard a signé le début d'une naissance intérieure pour une milliardaire et d'une renaissance pour une petite famille. Dans la lumière chaude du restaurant, l'odeur de viande rôtie et le parfum sucré d'une sauce épicée flottaient. On entendait le froissement des serviettes, les chuchotements des femmes et le cliquetis des talons. Et c'est là que la première conversation se déploya en public, bruyante et intime à la fois. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici, dit le garde en s'approchant, sa voix basse mais ferme. « S'il vous plaît, madame, je ne veux pas déranger, répondit l'homme en baissant la tête et en serrant les bébés contre sa poitrine, sa voix râpée par la fatigue mais pleine d'une politesse qui tranchait avec l'urgence de sa situation. « Nous avons des règles, intervint la maîtresse d'hôtel qui s'appelait Sophie, ses doigts soignés joignant une liste invisible de protocoles, tandis que le serveur Lucas s'efforçait de sourire et d'observer l'étiquette. Amélie se redressa, posa sa fourchette et dit calmement « Donnez-moi un sac, apportez quelque chose de chaud et asseyez-vous. » Sa voix était basse mais déterminée. « Vous êtes sûre, madame Amélie ? Ce n'est pas la procédure, dit Sophie, prise entre son devoir de maintenir l'image et quelque chose qui la touchait au fond. « Je suis sûre, répéta Amélie. Le dialogue se poursuivit, long et ouvert, et pour la première scène principale, les échanges montèrent, s'entremêlèrent, 8 à 10 répliques qui mirent en lumière les personnages secondaires. Marc le garde, Sophie la maîtresse d'hôtel, Lucas le serveur, Nadia la cliente assise non loin qui la regardait avec une expression de compassion, et un couple appelé Paul et Hélène murmurait entre eux sur la table voisine. « Il y a les enfants, dit Amélie en regardant les petits, ils ont faim. » Alors appelez les services sociaux, suggéra Marc, les sourcils froncés. Nous pouvons les orienter vers la mairie demain. La nuit tombe vite, ils ont besoin maintenant, répliqua Amélie. Apportez des couvertures, de la soupe et un rendez-vous pour demain chez le pédiatre, ordonna-t-elle. Le père, Émilien, leva les yeux pour la première fois et dit « Merci, madame, vous ne savez pas combien cela compte », sa voix se brisa. Cette confrontation initiale fit tomber les murs d'indifférence autour des autres clients. Certains soufflaient, d'autres détournaient le regard, mais plus personne ne restait étranger. Les gestes furent à la fois pratiques et emplis de respect. Des plats emballés avec soin, une serviette pliée en couverture, du pain beurré mis dans un sac papier, des mains qui évitaient la pitié et cherchaient la dignité. Après le restaurant, Amélie décida de suivre Émilien pour comprendre sa situation et ne le laisser pas simplement disparaître parmi les ombres de la ville. Une décision qui la poussa dans la rue humide où les néons reflétaient des flaques. La nuit sentait le bitume chaud et les véhicules passaient en grondant. L'air avait un goût métallique et le tissu des couvertures improvisées sentait la lessive usée. Ils marchèrent côte à côte, elle dans ses talons abaissés pour paraître plus proche, lui tenant les bébés emmaillotés. Et la conversation se déroula en petits dialogues intimes et brefs pour ne pas effrayer les enfants. « Où allez-vous » demanda Amélie. « Je dois trouver un abri » souffla Émilien. « Vous avez une famille ici » demanda-t-elle. « Juste eux » dit-il en tapotant la tête d'un des bébés.
« Comment s'appelle-t-il »« Marceau et Lina, répondit-il. « Vous avez un proche à contacter »« Non, murmura-t-il. » Le suivi nocturne révéla des détails sensoriels de la survie urbaine. L'odeur d'huile de friture échappée d'un camion, la texture rêche d'un sac plastique qui servait de sac à jouets, le goût amer d'un café bouilli trop longtemps, le son d'une radio craquant à travers une vitrine. En chemin, ils croisèrent un vieux banc où une voisine, Pauline, la boulangère, leur fit un signe de la main et glissa discrètement une miche de pain dans un sac. Ce petit cortège humanisa la ville. Des noms, des visages, des petite solidarité. La décision d'Amélie de poursuivre Émilien était le pivot qui transforma une rencontre en promesse. L'histoire personnelle d'Émilien se déroula ensuite en profondeur, en 3 paragraphes consacrés à son passé, sa chute et son présent. Parce que comprendre sa trajectoire était essentiel pour garder sa dignité en récit. Il avait grandi dans une maison modeste de la banlieue, les murs couverts de photos décolorées, un berceau vieux mais propre où sa petite sœur dormait et sa mère chantait toujours une chanson avant le coucher, lui apprenant l'importance de la dignité et du travail. Il avait appris à réparer des moteurs avec son père, à sentir l'odeur de l'essence comme on lit une carte, et il rêvait d'ouvrir un atelier où les voitures et les gens revenaient confiants. Puis la crise arriva, la fermeture de l'usine où il travaillait, des factures qui s'accumulaient comme des feuilles mortes et le crédit qui étouffa sa petite entreprise naissante, la maison vendue, la perte d'un repère qui l'avait fait homme. Son couple n'y survécut pas, la solitude s'installa, il prit des petits boulots, dormait sur des matelas empruntés, et la parentalité fracassée par l'adversité devint sa force quand il reçut les BD en garde alternée après une tragédie familiale. Aujourd'hui, il vivait dans des abris ponctuels et sur les trottoirs, mais il gardait une règle, protéger les enfants du froid et de l'humiliation, donner à Lina et Marceau la chaleur d'une voix et un berceau improvisé dans des cartons doublés. Sa chute n'était pas un effondrement moral, mais une série de circonstances économiques et administratives, un héritage de précarité que la ville semblait parfois vouloir ignorer. Après la backstory, Amélie passa à l'action immédiate, agissant avec une délicatesse qui préservait la dignité d'Émilien et de ses enfants. Elle fit empaqueter des plats par Lucas, demanda à Sophie d'écrire un petit mot avec son portable, contenant un numéro de contact et un rendez-vous chez un pédiatre privé. Elle glissa un billet discret dans une enveloppe qu'elle remit à Émilien avec un regard qui disait « Ce n'est pas une aumône, c'est un début ». Le dialogue de cette scène resta chargé d'émotions, mais utilitaire. « Ce rendez-vous est demain à 10 h, dit-elle. « Je ne peux pas accepter autant, protesta Émilien en secouant la tête. « Vous ne me le rendez pas, vous le partagez quand vous serez prêt, répondit Amélie. Elle emballa les plats avec soin, choisit des couverts en plastique réutilisables, plaça une petite couverture parfumée de lavande dans le sac, écrivit un billet pour la clinique en précisant la nécessité d'un test et une consultation pédiatrique et remit une carte avec un numéro direct. L'acte était simple et concret, le respect au centre, la nourriture chaude comme une première pierre pour rétablir une routine. Les gestes de soins impliquaient emballer sans spectacle, parler sans pitié, toucher sans s'emparer de la douleur. La nuit bascula ensuite dans la crise la plus brute, le clou dramatique de la narration, lorsqu'au petit matin, l'un des bébés fit une forte fièvre, et la clinique publique refusa d'admettre la famille à cause d'une absence de couverture sociale valide. La tension monta, les sens se concentrèrent sur le bruit d'une porte métallique, l'odeur chlorée d'un service d'urgence et le clin d'œil fluorescent d'une salle d'attente qui sentait l'angoisse. Le premier moment de tension survint au guichet, quand la secrétaire, voix officielles et sèche, annonça « 100 piastres, vous ne pouvez pas passer ». Et Émilien, les mains tremblantes, expliqua les nuits blanches, la course d'hier, le sac consumé. Amélie tenta d'intervenir, offrant sa carte et son nom, réclamant une dérogation, mais la machine administrative se referma. Le second moment de tension précisa l'urgence médicale, lorsque la fièvre monta et que le petit corps se raidit. Un cri étouffé traversa la salle, et la respiration du bébé devint rapide, la mère adoptive absente. Les cloisons du système semblaient froides et indifférentes à la détresse. Le troisième moment de tension fut la décision d'Amélie de ne pas accepter le refus. Elle appela un contact au service privé, le docteur Lefebvre, mais la coordination prit du temps. Le temps semblait s'étirer en une sensation de mâchoire serrée et d'air qui brûle la gorge. Le bourdonnement des néons devenait un tambour de panique.
Chacun de ces paragraphes de tension ralentit le récit, décrivit des gestes précis et obligea les personnages à réagir avec une urgence humaine, appeler, argumenter, menacer d'une plainte si c'était nécessaire et surtout maintenir la chaleur autour du bébé avec des couvertures et le toucher des mains comme une médecine primaire. La pression culmina et le sauvetage intervint grâce à l'intervention d'Amélie qui utilisa non pas seulement l'argent mais son autorité pour imposer un soin immédiat, appelant directement le chef de service et parlant avec une fermeté qui ne laissait pas place au refus. « Je suis Amélie Laurent, appelez le docteur Lefebvre maintenant », dit-elle au téléphone en donnant des ordres précis et documentés. La voix du médecin, reconnaissant le nom, organisa une prise en charge et l'équipe arriva en moins de 15 minutes. La scène de l'hôpital privé fut tactile et précise. Des mains gantées, l'odeur d'antiseptique, un stéthoscope froid sur le petit thorax, une infirmière nommée Inès qui posa des questions avec douceur et des soins administrés sans délai. Les dialogues furent nets, professionnels, 6 à 8 échanges avec le personnel hospitalier pour coordonner les tests et la surveillance. Amélie resta au chevet, tenant la main d'Émilien, échangeant des regards avec le médecin qui annonça des mesures concrètes et rassurantes. La nuit avait basculé en une sorte de théâtre médical où l'autorité morale d'Amélie permit de contourner une bureaucratie aveugle. Le sauvetage fut médicalement simple mais narrativement puissant. Température contrôlée, perfusion possible, observation et une nuit de surveillance. La récupération qui suivit s'installa dans la durée et la candeur des jours. Amélie prit des décisions mesurées pour que la transition soit durable et non ponctuelle. Elle engagea une assistante sociale, Karim, pour régulariser la situation administrative, fit appel à Nadia de l'ONG Voisins Solidaires pour un accompagnement régulier. Demanda à Pauline, la boulangère, de fournir du pain et des collations pour une semaine. Et proposa à Émilien un logement transitoire où une chambre servirait de berceau. Les scènes domestiques avec les enfants au matin prirent un ton sensoriel. La chaleur du lait, le tissu doux d'un nouveau coberteur, l'odeur du savon propre, le son d'un rire d'enfant qui revenait comme un instrument accordé. Les dialogues dans cette phase furent nombreux et tendus parfois, car apprendre une routine demande négociation et patience. « J'essaierai de trouver un atelier, dit Émilien un soir, la voix mêlée d'espoir et de peur. « Nous allons organiser cela ensemble, répondit Amélie. Dans les semaines qui suivirent, Paul, propriétaire d'une petite entreprise de rénovation, proposa des outils et un local pour que Émilien puisse reprendre une activité. Et Dr Lefebvre fit des suivis réguliers pour s'assurer que Lina et Marceau prenaient du poids. Parmi les personnages secondaires se trouvait aussi Karine, la voisine, qui apportait des vêtements, Thomas, l'assistant d'Amélie, qui coordonnait les rendez-vous, et Paula, la bénévole, qui enseignait l'hygiène de base aux parents. La progression fut concrète, rendez-vous pédiatriques, vaccination, un dossier administratif ouvert et des petites victoires comme une inscription à la crèche et un atelier de mécanique amorcé. Les tensions ne s'éteignirent pas toutes immédiatement et il y eut 3 moments de crise détaillés pour souligner la fragilité du processus et la nécessité d'un accompagnement sensible. Le premier moment montra la peur d'Émilien lorsqu'une inspection du travail refusa un premier dossier de micro-entreprise. La bureaucratie pesait, des papiers manquaient et une erreur de formulaire menaçait le projet. La colère monta, puis la douceur d'Amélie auprès de lui calma la tempête administrative. Le deuxième moment fut une dispute entre parents sur la garde des enfants. Une ancienne compagne revint avec des accusations et des souvenirs douloureux, provoquant une mise à l'épreuve émotionnelle majeure, où la résilience fut le remède. Des rencontres avec un médiateur, des témoignages et la reconstruction d'une parole apaisée. Le troisième moment intervint lorsque Marceau eut une réaction allergique à un aliment mal identifié lors d'une sortie. Cris, panique, course vers l'hôpital, une piqûre d'adrénaline administrée par une infirmière expérimentée et la reconnaissance que la vigilance doit devenir routine. Chaque crise fut racontée avec 500 à 600 caractères de densité, ralentissant le rythme, détaillant la posture des personnages, les odeurs du lieu, le bruit des ambulances, la texture des mains qui soutiennent, et comment la communauté répondait en chaîne. Le quotidien finit par instaurer une nouvelle architecture de vie. Émilie organisa un appartement de transition où les murs peints en couleur claire reflétaient la lumière du matin, où un berceau neuf trônait dans un coin et où la cuisine commença à sentir le pain grillé régulièrement. Émilie connut une transformation intérieure notable. Elle avait commencé la soirée comme une femme isolée dans sa richesse et elle devint peu à peu une personne connectée, responsable et attentive à la fragilité humaine. Émilien retrouva la capacité de rêver. Il eut un petit atelier prêté par Paul, quelques outils offerts par Thomas et la possibilité de travailler à mi-temps pendant que Nadia aidait à trouver des contrats locaux. Les personnages secondaires étaient désormais des piliers,
Docteur Lefebvre continuait le suivi médical. Inès l'aide pour les soins quotidiens. Karim l'assistait pour les démarches. Pauline portait des viennoiseries le dimanche et Paula organisait des ateliers de parentalité. La narration incorpora des scènes sensorielles de la cohabitation. L'odeur du pain le matin, la douceur d'un converteur, le son d'une machine à coudre dans l'atelier où Émilien réparait un phare, le goût d'un premier vrai café bu ensemble. Les changements se mesurèrent en actes. Inscription de Marceau à la crèche, premier salaire encaissé pour Émilien, boîte aux lettres remplie de courriers administratifs positifs et des photos imprimées accrochées au mur comme preuve tangible du progrès. Puis vint la déclaration qui lia les destins et apporta une fermeture émotionnelle. Assis autour d'une table modeste un soir, Amélie et Émilien eurent une conversation longue et sincère, où la gratitude et l'humilité prirent la place. « Tu as sauvé nos vies, dit Émilien. »« Non, tu les as reconstruites, » répondit Amélie. Le dialogue s'étira en plusieurs répliques, profondes et vulnérables, et aboutit à un engagement. Pas de romance forcée, mais une alliance pour assurer le futur des enfants et une collaboration pour créer un micro-projet qui embaucherait d'anciens sans-abri dans l'atelier d'Émilien. Les mots étaient simples, les échanges honnêtes, et la promesse fut scellée par un geste concret, un billet dans une enveloppe marquée « Pour le projet », un symbole plus que de l'argent, un partenariat. La narration retraça cette scène en une série de phrases intimes qui montrèrent la transformation intérieure d'une milliardaire et la renaissance d'un homme. La conclusion de cette partie ne ferma pas toutes les portes, mais ouvrit d'autres. Un mois plus tard, la petite famille était installée dans un logement transitoire, prêté par une association locale. Le berceau était encore neuf, Lina et Marceau avaient des jouets donnés par Pauline, et les photos postées sur le mur montraient des sourires vacillants mais vrais. Émilie venait tous les matins apporter du pain et discuter des besoins logistiques. Nadia organisait des séances de stimulation pour les enfants, Docteur Lefebvre confirmait une amélioration de la santé des deux bébés et Karine, la voisine, venait porter des repas improvisés. Le quotidien se faisait encore en miettes, mais l'ossature était là. Dossiers administratifs en cours, rendez-vous à la banque sociale pour ouvrir un compte, premier contrat de réparation accepté par Paul. À 3 mois, l'atelier d'Émilien fonctionnait à mi-capacité. Il avait recruté 2 anciens de la rue qu'il connaissait, la vie professionnelle reprenait et la dignité retrouvée se manifestait dans la propreté des outils, dans l'ordre du plan de travail, dans le sourire retrouvé. Les enfants allaient à la crèche, le matin, l'inscription à l'école maternelle était lancée, et les photos montraient maintenant des vêtements propres et des cheveux peignés. À 6 mois, le projet était consolidé, une micro-entreprise légalisée, un local loué à prix réduit grâce à un réseau solidaire, des premiers clients satisfaits et des témoignages partagés sur les réseaux de soutien. La communauté entière réagissait. Pauline affichait des annonces solidaires, Karine organisait une collecte, Thomas coordonnait des sponsors et Paula présentait l'histoire comme exemple d'entraide. Les preuves tangibles se voyaient en chiffres et en objets, factures payées, certificats médicaux, photos d'école, une petite banque d'images qui précisait le parcours. L'épologue montra que la transformation n'était pas miraculeuse, mais le fruit d'actes répétés et de choix concertés. Si cette histoire vous a touché, dites-le dans les commentaires en partageant un geste qui a changé votre vie ou celle d'un proche. Racontez en 1 ou 2 phrases « Mon geste a été quand ». Les commentaires simples peuvent inspirer d'autres à agir. Racontez un moment où vous avez tendu la main ou avez été aidé, cela aide la communauté à comprendre que la dignité se reconstruit pas à pas. Votre mot compte et peut motiver quelqu'un à reproduire un acte de bonté. Revenez maintenant à la narration pour voir comment, après ces premiers mois, le projet prit une forme plus solide et comment la philanthropie d'Amélie se transforma en engagement durable. La leçon finale tient en quelques images durables, des mains qui soignent, un berceau qui ne voit plus la pluie, un atelier qui vibre de moteurs réparés, des noms récurrents qui sont devenus amis et voisins. La conséquence pratique est claire, un toit stable, un emploi régulier, consultations médicales assurées et une inscription scolaire validée. Parmi les soutiens qui furent essentiels, on peut citer Sophie, la maîtresse d'hôtel, qui organisa la soirée de collecte, Marc, le garde, qui fut l'un des premiers à laisser entrer l'humanité dans sa routine, Docteur Lefebvre et Inès, qui menèrent les soins, Nadia de l'ONG, qui organisa le suivi, et Pauline, la boulangère, qui offrit du pain chaque dimanche. Amélie, qui commença par un geste discret au Mirabel, finit par ouvrir non seulement son portefeuille, mais aussi un réseau de ressources, montrant que la vraie richesse se mesure à la dignité que l'on redonne.
Émilien trouva non seulement un emploi, mais une fierté retrouvée et une capacité à projeter un avenir pour Lina et Marceau. Si cette histoire vous a ému, partagez-la pour rappeler que des gestes simples peuvent changer des vies et inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires qui rappellent ce que la compassion peut accomplir. Parce qu'en fin de compte, la chose qui sauve n'est pas seulement l'argent, mais le regard qui reconnaît l'autre comme humain et la main tendue qui devient une aide durable.